Votre invitée ce matin, c'est Anaïs Bellouassa-Chérifi, députée La France Insoumise de la première circonscription du Rhône. Bonjour et merci. Bonjour Victoria Solano, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Vous allez dans les prochaines minutes prendre votre train direction Paris pour participer donc à ce vote de confiance à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre François Bayrou va mettre son poste en jeu cet après-midi. Votre parti politique, La France Insoumise, a déjà décidé de voter contre le gouvernement de François Bayrou. Est-ce que déjà vous êtes confiante à quelques heures de ce vote? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va tomber? Je pense que M. Bayrou et le gouvernement va tomber et effectivement, il n'y a pas trop de... On sait qu'il va tomber et il a demandé ce vote de confiance parce qu'il sait que finalement c'est fini pour lui et son gouvernement. Et je suis confiante parce que nous savons pourquoi nous votons contre la confiance. Parce qu'il a présenté un budget désastreux, il est illégitime, et un budget qui fait reposer la solidarité, les dépenses sur les Français et les Françaises. Pour vous donner quelques indicateurs, 40 milliards d'euros d'économies sur le dos des Français, sur l'assurance maladie. On sait aujourd'hui il y a énormément de renoncements aux soins, et malgré ça, il demande des économies à hauteur de 2,1 fois le budget des HCL, qui est le deuxième CHU de France quand même. Alors des remboursements de médicaments, doublement de la franchise médicale, des fins de prise en charge pour les affections de longue durée. C'est le quotidien des Français quand même. Aujourd'hui, on a beaucoup de renoncements aux soins par rapport au manque de moyens. Et aujourd'hui encore, on va dérembourser des médicaments. Anaïs Bellouassa-Chérifi, en refusant cette confiance, vous prenez aussi le risque de l'instabilité politique. Est-ce que c'est pas dangereux, voire inconscient, de voter contre? Ce qui est dangereux, pour moi, c'est le budget que présente M. Bayrou. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir une année blanche dans laquelle on ne va pas revaloriser les pensions de retraite, dans laquelle on va arrêter de revaloriser les APL, la prime d'activité. Et j'insiste sur ces trois choses-là parce que aujourd'hui, c'est les familles monoparentales qui bénéficient des APL qui sont les plus précaires. C'est nos aînés qui n'auront pas d'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. On met en précarité encore plus les Français et les Françaises. Et on ne devrait pas être content de se satisfaire qu'aujourd'hui la France a un taux de pauvreté qui est aussi important. Le dernier taux de pauvreté aussi important, c'était en 1996. C'est il y a 30 ans. C'est un recul considérable. Et on a entendu M. Bayrou toute cette semaine sur au moins 12 chaînes TV, radio françaises nous expliquer le problème, ce serait les Français et la dépense. Eh bien non, ce sont les recettes, les cadeaux qui sont faits aux plus riches de nos pays. Si ce gouvernement ne passe pas donc ce vote de confiance, qu'est-ce qui doit se passer selon vous, selon la France Insoumise? C'est quoi? C'est une dissolution, des élections anticipées, une destitution Nous, on est assez clair. On est assez clair sur la ligne politique qu'on porte. Il y a eu une dissolution il y a un an. C'est le nouveau Front populaire qui a gagné ces élections législatives anticipées. Le président de la République a fait un déni de démocratie. Il n'a pas reconnu ce scrutin et donc l'expression populaire. Aujourd'hui, le seul qui met en doute l'expression populaire et qui met en doute la démocratie, c'est Monsieur Macron. Et moi, je dis, il faut qu'il s'en nage, il faut qu'il donne de nouveau la possibilité aux Français et aux Françaises de s'exprimer. Un mot sur la gauche, on parle beaucoup des fractures internes. L'union, est-ce que l'union est encore possible à gauche, notamment avec le Parti socialiste, avec les écologistes? Si jamais il doit y avoir des législatives anticipées, est-ce que vous allez trouver un accord comme l'année passée? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de politique fiction, mais en tout cas, il faut tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le Parti socialiste qui mène une aventure solitaire pour aller gouverner avec les macronistes, avec des gens qui, pendant 7 ans, ont détruit notre pays, ont mis le chaos, ont fait en sorte que la précarité, elle augmente dans notre pays. Et on se réveille un matin, on se dit, potentiellement, on va aller gouverner avec eux parce qu'il faudrait de la stabilité. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont mener comme politique? C'est la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, c'est tout ce qu'ils vont faire. Mercredi, il y a des appels à bloquer tout le pays qui ont été lancés. Est-ce que vous en ferez partie? Comment vous allez vous mobiliser? Moi, j'irai déjà me mobiliser à 8h30 sur un piquet de grève à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui est un hôpital qui est en grande difficulté du fait du budget, du fait de la fermeture de lits, du fait que les soignants, malgré le fait que pendant le Covid, on les applaudisse tous les 20 heures, on n'a pas investi budgétairement pour améliorer la qualité des soignants dans leur travail et leurs conditions d'accueil dans les structures. Et aujourd'hui,
On va aller sur le terrain, nous députés, et puis bien sûr, il faut une mobilisation populaire. Je pense que les gens en ont marre. Je pense qu'ils ont besoin aussi de revendiquer des choses, de demander un pouvoir d'achat, de demander des conditions de vie meilleures, et c'est ce à quoi nous aspirons collectivement. Justement, mercredi, il y a des appels à ne pas payer par carte bancaire, à ne pas consommer, ne pas travailler, prendre des congés, déposer des arrêts, ralentir volontairement toute la production. Est-ce que vous êtes en ligne avec tout ça ? Bien sûr, puisque je le disais, c'est évidemment une question qui est budgétaire. Aujourd'hui, vous avez les Français qui ont le sentiment de payer pour tout le monde. Aujourd'hui, si vous arrêtez de consommer, si vous arrêtez les productions, c'est que vous touchez aux grandes fortunes de notre pays qui se sont gavées pendant 7 ans. Vous ne craignez pas que ça va empirer la situation ? Non, faire tout ça, non, parce que peut-être que ça appellerait le gouvernement à arrêter de faire des cadeaux fiscaux à ces grandes entreprises qui délocalisent, à ces grandes fortunes qui ne payent pas leurs impôts. Revenons à Lyon. À présent, vous préparez une candidature pour les élections municipales en 2026. Quand est-ce que vous allez officialiser tout ça ? Eh bien, une question de jours, de semaines ? Non, en fait, nous, on n'est pas dans ce calendrier où c'est des individualités qui y vont. La question, c'est quel projet qu'on veut faire pour Lyon. Quel projet nous voulons mener à Lyon et vous allez vous et présenter à la métropole pour ces élections municipales ? Mais vous savez, il faut 220 noms pour se présenter. Je pense que c'est pas une individualité qui fait une candidature et un projet politique. Nous pensons, et nous travaillons depuis janvier dernier, à des mesures programmatiques, à un programme ambitieux qui est soit le fruit de discussions avec d'autres forces politiques, soit ce sera notre programme pour partir tout seul. Vous pourriez vous rallier aux écologistes, au Parti socialiste ? Alors eux ont publié une tribune qui me semble quand même un peu creuse, où on a le sentiment que c'est plutôt un accord d'appareil, plutôt qu'un projet politique que vous voulez mener à la fois pour la ville de Lyon, à la fois pour la métropole. Je pense que nous pouvons et nous devons faire mieux. C'est le mot d'ordre. On ne peut pas se satisfaire d'un bilan, on ne peut pas se satisfaire de lancer quelques mesures programmatiques, qu'elles soient. On doit donner une nouvelle vision à Lyon. On doit donner une nouvelle vision pour la métropole, des politiques publiques que nous allons mener ensemble. Et malheureusement, c'est ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de précipitation puisqu'on veut sauver des communes dans la métropole de Lyon et sauver des individualités. C'est pas notre projet. Notre projet, c'est des mesures programmatiques. Gauthier Chapuis, qui était à votre place vendredi, nous disait que la porte était toujours ouverte pour la France insoumise, pour se rallier. Est-ce que vous allez lui tendre la main ? Le rejoindre ? Alors, tendre la main, c'est pas une question de tendre la main, c'est une question. Vous êtes OK pour discuter de mesures programmatiques ? Est-ce que vous êtes OK pour mettre un peu plus de radicalité concrète en fait dans la vie et dans les politiques publiques qu'on mène aujourd'hui à Lyon ? C'est ça la question. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne va pas être d'accord. On va pas être d'accord. À droite, pour l'instant, ils ont réussi à s'unir, contrairement à la gauche. Pierre Oliver s'est rangé derrière Jean-Michel Aulas, qui devrait lui aussi officialiser sa candidature dans les prochains jours. Renaissance est en discussion en ce moment également avec l'ancien président de l'OL pour faire une alliance. Pour l'instant, la droite semble bien plus forte que la gauche pour ces élections municipales. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que j'attends le moment où ils vont se mettre d'accord sur des mesures programmatiques. Durant l'été, il y a M. Aulas qui a dit je vais rendre gratuits les transports en commun. Ça n'a pas trop plu à la droite, ni à Renaissance, qui ne portent pas ce projet politique. Donc moi, j'attends de voir sur quelles mesures programmatiques ils vont réussir à se mettre d'accord. Parce que ce n'est pas un accord de figure, un accord d'appareil. Moi, j'attends de savoir ce qu'il va faire pour la ville de Lyon. Jean-Michel Aulas, il a en tout cas reçu le soutien de Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, député de Haute-Loire. Il a annoncé que le Rassemblement national, il a annoncé ça vendredi, jeudi, faisait partie de l'arc républicain, c'était sur BFM TV, et qu'il ne censurerait pas un gouvernement du RN, contrairement à un gouvernement LFI. Vous pensez que ce soutien de Laurent Wauquiez, ça peut nuire à Jean-Michel Aulas pour ces élections municipales ? On voit un glissement quand même des Républicains ces derniers mois, dernières années, notamment avec le fait que M. Retailleau en soit le président. Il y a un glissement vers les idées d'extrême droite qui sont nauséabondes, qui divisent notre pays et qui mènent que à la haine. Alors, je pense qu'on peut enterrer les républicains gaullistes et c'est dommage parce que c'est une famille politique avec qui on a des désaccords mais sur lesquels on peut avoir un débat. Malheureusement, lorsqu'on a des effets d'affichage comme Monsieur Wauquiez, il fait souvent ça pour se faire écouter, au moins pour qu'on l'entende un tout petit peu, mais c'est quand même délétère, très délétère. Parlons de vos propositions. Vous n'êtes pas encore candidate pour ces municipales, mais quelles sont les propositions de la France Insoumise pour 2026 à Lyon ? Quelles mesures vous souhaiteriez mettre en place si vous êtes maire de Lyon ? Nous travaillons, je vous l'ai dit actuellement, à
plusieurs mesures programmatiques. Nous avons des groupes de travail sur plusieurs éléments. Bien sûr, nous prenons en considération le changement climatique qui a lieu dans notre ville, le fait qu'on a beaucoup souffert de la chaleur dans notre ville en juin dernier, que les écoles, malgré le fait qu'elles soient rénovées, les enfants souffraient beaucoup. J'ai fait le tour de certaines écoles de ma circonscription et il faisait plus de 30 degrés. Et c'était les parents d'élèves qui ramenaient des ventilateurs. Voilà, c'est comment on essaye de planifier des choses pour une école adaptée. Justement, Georges Képénékian, il a prévu un plan canicule. Vous pourriez aussi peut-être discuter avec lui. Je pense qu'on ne va pas forcément être d'accord avec M. Képénékian qui, à mon avis, cherche une route au sein du centre-gauche. On ne sait pas trop où il va, mais en tout cas, je pense qu'il est plus disposé à faire des accords d'appareil plutôt qu'à faire des propositions, puisque moi, depuis très longtemps, je n'ai entendu aucune proposition de M. Képénékian. La période préélectorale a débuté il y a quelques jours maintenant. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Est-ce que vous avez un calendrier? Quand est-ce que vous allez annoncer votre programme, votre candidature? Alors là, on est sur les chefs de file et le programme. Nous allons fin septembre annoncer nos chefs de file. Donc c'est des gens qui sont des binômes par arrondissement qui vont être en lien avec les citoyens pour notamment mener une enquête populaire pour faire en sorte de faire remonter les préoccupations des citoyennes, des citoyennes pour agréger le programme, pour faire en sorte que notre programme réponde à des réalités et soit ancré dans le réel. Et donc, nous allons, le 22 septembre, annoncer nos chefs de file, en tout cas, nous l'espérons, dans le calendrier. Ensuite, nous allons possiblement présenter des mesures programmatiques courant octobre pour soit présenter un programme politique, soit engager des discussions avec les forces politiques qui n'ont pour le moment pas de programme.